L'avancée en âge des personnes handicapées s'accompagne généralement soit d'un accroissement du handicap d'origine, soit de l'apparition de handicaps supplémentaires. En 2013 sortait le rapport réalisé sous l'égide de Patrick Goé, animateur de groupe de travail ayant travaillé sur ce sujet. En marge de ce rapport, le film L'avancée en âge des personnes handicapées, un défi à relever, avait été réalisé. Un des principaux constats qui en ressortait était que les personnes handicapées qui avancent en âge, ainsi que leurs proches âgés, souhaitaient rester autonomes, par exemple à leur domicile. Le film valorisait un certain nombre d'expérimentations. 5 ans plus tard, le conseil scientifique de la Fondation MAF nous a demandé de retourner voir les personnes que nous avions filmées pour constater ce qui a changé dans leur quotidien et quel bilan tirer de ces différentes expérimentations. Avec le conseil scientifique, lorsque nous avons travaillé sur cette thématique de l'avancée en âge, dans les différents travaux qu'on a pu faire, que ce soit recherche bibliographique, interview, on a très rapidement identifié le rapport de 2013 réalisé sous la direction de Patrick Goé, dans lequel, à l'époque, il faisait un état des lieux avec un certain nombre de recommandations. Puisque les pouvoirs publics ont décidé de reprendre toute la réflexion autour des dispositions à prendre, l'initiative de la MAF s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là, pourvu qu'elle s'appuie sur l'ensemble des constats et l'ensemble des préconisations qui ont pu être faites. Parce que dans la société française, on a l'art de reprendre toujours les choses et de ne pas capitaliser sur les expériences et les préconisations qui sont faites. À Saint-Marcel-les-Valences, des personnes âgées ordinaires et handicapées vivent dans un HLM appelé par le bailleur « Résidence Veille Bienveillante ». Représentée par des personnes handicapées, l'association Horizon 26 avait porté le projet de cet immeuble auprès du bailleur et des élus. Ça a bien évolué. En 5 ans, la ligne de bus n'était pas toujours adaptée pour aller en ville. Et maintenant, ça y est, ils ont adapté la plupart des bus. Aujourd'hui, il n'y a plus systématiquement dans les villes de moins de 10 000 habitants de commissions d'accessibilité. Et ces commissions d'accessibilité permettent quand même finalement de mettre autour de la table, aux côtés des élus, toutes les associations qui œuvrent en faveur des plus démunis. Maintenant, elle a beaucoup d'heures d'auxiliaire de vie, donc j'ai moins besoin d'être présente. C'est plus facile parce qu'elle pousse mon fauteuil. Moi, je suis incapable de circuler avec mon fauteuil en ville. C'est pas parce que je voulais pas m'occuper de ma fille, mais à mon âge, j'arrive à être fatiguée parfois. Après avoir travaillé plusieurs années dans les métiers du bâtiment, Jérémy Rossetti-Vincent a décidé de se former au métier d'AVS, auxiliaire de vie. C'est pas des métiers qui payent beaucoup, donc il faut vraiment avoir envie de le faire, quoi. C'est par conviction surtout, quoi. Mais avant de commencer ma formation, j'ai fait un stage d'immersion par le biais de Pôle emploi, dans un foyer d'hébergement pour personnes handicapées mentales. Et j'ai adoré, quoi. J'ai vu tout de suite que je voulais faire ça. Certaines prestations ne peuvent plus être assurées par manque de personnel. On a des personnels plus anciens qui du coup sont usés parce qu'on leur demande de produire plus d'heures parce qu'on ne trouve pas de personnes pour les suppléer. La plupart décident d'aller travailler en structure, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'orientent vers le domicile parce qu'on est là sur un métier vraiment qui manque de reconnaissance, qui a des amplitudes horaires assez importantes, qui vont du lundi au dimanche. Et on se retrouve avec des gens qui, parfois, on a un peu l'impression qu'ils souhaiteraient que le handicap s'arrête le mercredi après-midi, les week-ends et après 17 h, et ça n'est malheureusement pas le cas. Et bien sûr, le salaire derrière, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une branche qui est reconnue du tout. On a besoin de faire dialoguer un peu mieux aide technique et aide humaine, en se disant que les aides techniques doivent soutenir au quotidien les AVS, aussi pour éviter les accidents de travail, parce que c'est une vraie réalité. Et l'avancée en âge des personnes handicapées questionne aussi beaucoup les AVS sur leur capacité à les soutenir au quotidien, et l'aide technique peut parfois leur apporter des réponses dans ce sens-là. C'est un local dont se servent les auxiliaires de vie. En journée, nous sommes à peu près 4 auxiliaires. On va dire 4 auxiliaires le matin, 4 auxiliaires l'après-midi. Donc c'est un local qui nous sert de local de pause. Et c'est un local qui sert également pour la veille du personnel de nuit, puisque les résidents ici ont 2 personnes qui veillent toutes les nuits et qui occupent ce local. Le loyer de ce local est financé par 6 résidents et membres de l'association Horizon 26. Depuis, 2 membres sont partis du HLM et n'ont pas été remplacés par des personnes handicapées, ce qui fait un manque à gagner conséquent pour payer le loyer de cet indispensable local. Nous, personnes handicapées, j'ai l'impression qu'on est en train de passer à la moulinette. Ils veulent faire un truc universel, quoi. Les finances de la MDPH ne suivent plus. Je suis en attente d'avoir plus d'heures pour pouvoir être
prise en charge un peu plus quoi, par les auxiliaires de vie. Il faut bien faire une distinction entre ces personnes en situation de handicap vieillissantes qui ont un reste à vivre qui est extrêmement faible, et puis peut-être des personnes âgées dépendantes qui ont eu un patrimoine ou qui ont un patrimoine et qui subviennent à leurs besoins. Le Parlement a définitivement adopté le texte donnant un cadre légal aux maisons départementales de l'autonomie, qui seront communes aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Évaluées par les mêmes équipes que celles qui vont évaluer les personnes âgées, dépendantes, ça nous semble quand même être un grand écart qui n'est pas favorable à la prise en charge de politiques de compensation du handicap. L'autonomie, pour moi, je veux dire, c'est pas le handicap, eh bien c'est malheureusement un plus ou un moins, si vous voulez, suivant comment on se place par rapport à l'autonomie, mais c'est en tout cas pas traité différemment et je pense que les associations n'ont pas de souci à se faire par rapport à ça. Hein. Les bailleurs sociaux essaient de répondre au mieux aux besoins de leurs résidents handicapés en termes d'accessibilité, mais de nouveaux défis se présentent à eux. On a vécu deux plans très durs pour les offices, le projet de loi Finances 2018 avec la baisse des APL, et d'un autre côté la loi Elan qui est en train de révolutionner complètement le monde des bailleurs sociaux, le monde du HLM, en nous enlevant énormément de moyens. Donc si j'ai une demande aujourd'hui à faire, c'est ok, on veut bien assurer notre métier, on veut bien assurer notre vocation première, loger les Drômoises et les Drômois, les seniors, mais aidez-nous quoi. On ne se limitera pas à 20% s'il faut aménager 100% des logements, comme dans le cadre d'une résidence veille bienveillante. Le forfait inclusif, le montant n'est pas encore arrêté et il va être absolument déterminant pour savoir si on va réussir à avoir les moyens de nos ambitions en matière d'habitat inclusif et d'accompagnement des personnes en habitat ordinaire. On sait quand même que ça représente un surcoût non négligeable pour équiper des appartements de ce type. Alors on est au point maintenant sur la mobilité réduite, mais sur l'ergonomie pour les personnes en fauteuil qui sont en permanence et qui ont vraiment des mobilités très réduites, je ne sais pas. Afin de faciliter les recherches et de faire sa demande en ligne, l'APF de la Drôme a mis en place un site internet qui recense les logements sociaux et privés accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les bailleurs sociaux n'inscrivent pas leur logement adapté sur ce site. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Sans qu'il y ait une interface entre le bailleur social et la personne toute seule, elle n'y arrive pas en fait à faire sa demande, à porter sa demande. Donc les rouages administratifs, ils sont quand même souvent assez longs et compliqués pour la personne âgée ou la personne en situation de handicap. La prise d'âge et les départs de résidents font que les activités dans la salle de convivialité, mises à la disposition des locataires par le bailleur, sont moins fréquentes qu'en 2013. Vivre en ville en autonomie est une forte demande des personnes handicapées qui sont par exemple en établissement spécialisé, soit excentrés des centres-villes. On parle alors d'habitat inclusif. Des associations comme l'APF, l'AFM ou encore l'ADAPT ont accompagné Madame Gélan et sa fille dans l'obtention de cet appartement situé au cœur de Valence. Où que j'habitais avant, j'étais dans un quartier en dehors de le centre-ville. Et pour sortir, c'était pas évident. On peut aller promener, on peut aller au cinéma avec le fauteuil, on peut aller partout. Voilà, que là-bas, on ne pouvait pas. On est toujours enfermé à la maison, ici, on peut bouger. En structure, on n'est pas tout à fait autonome. Il y a toujours quelqu'un pour vous surveiller. Si on vit tout seul, ou même avec la famille, ou membre de la famille, on n'a pas besoin de dire tout le temps où c'est qu'on va. On vieillit plus longtemps, nous, les personnes handicapées aussi. Donc à partir de là, il faut plus de place puisqu'elles restent plus longtemps aussi, soit à domicile, soit en établissement, c'est le même. On a besoin aussi de liens entre les services, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient les services médicaux. Le SIAD par exemple, on ne travaille pas assez avec eux. Même s'il y a des places qui sont dévolues pour les personnes handicapées, pour le vieillissement, c'est plus compliqué quand même. Pierre Cherki est malvoyant. Il y a 5 ans, sa préoccupation était d'avoir un jour besoin d'une auxiliaire de vie formée à son handicap. Je suis tributaire à 100% de mon épouse. Mon épouse peut avoir des problèmes qui l'atteignent et là, il faudra absolument trouver des personnels complémentaires. Dans les environs, il y a une vingtaine de sociétés d'aide à domicile. Y a-t-il des auxiliaires de vie formés à la malvoyance? Je n'ai pas trouvé, je dirais, d'entité ou d'institution pour qu'ils puissent, je dirais, avoir une personne, par exemple, de 3 jours
pour pouvoir remplacer sa femme. On se dit à quelle porte frapper. Est-ce qu'on va frapper à la porte du CCAS? Est-ce qu'on va frapper à la porte des aides à domicile? Est-ce qu'on va aller à la Croix-Rouge? Est-ce qu'on va aller à une association? À qui demander? Un des partenaires du Centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël pourrait répondre au manque d'auxiliaires de vie formés aux différents handicaps. Ce partenaire a loué un appartement dans lequel il va assurer une formation de personnes en demande d'emploi, former ces personnes-là au métier de l'aide à domicile sur une qualification diplômante, de façon à ce que ce personnel diplômé puisse intervenir sur l'ensemble des structures intéressées et employeurs d'aide à domicile. Cette qualification, elle tient compte de la perte d'autonomie de la personne âgée, vieillissante, qu'elle soit handicapée avant d'être très âgée ou pas. Donc tous les handicaps sont abordés. Les aides techniques apportent de l'autonomie, mais faut-il encore apprendre à les utiliser? Le problématique qu'il y a, c'est quand on avance en âge, on a une bonne maîtrise de cette technologie. Donc il y a un apprentissage qui est fait, bien sûr, par notre association dans le domaine de la technologie, mais néanmoins, il y a, je dirais, une maîtrise à faire, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les personnes qui vieillissent. Seuls les aidants familiaux des personnes handicapées sont reconnus par la loi et bénéficient à ce titre de certains droits. Par exemple, la prestation de compensation du handicap permet, sous certaines conditions, de salarier directement un aidant ou de le dédommager. Il ne faut pas imaginer que les aides techniques vont tout résoudre et se substituer à l'aide humaine. En ce qui concerne les aidants, on peut distinguer effectivement les aidants professionnels des proches de la personne accompagnée. Mais il ne faut pas non plus opposer ces deux types d'aidants parce qu'ils ont de l'expérience, les aidants des proches, et ils ont une très bonne connaissance des habitudes de vie de la personne. À Angers, en 2012, la Mutualité a ouvert le Square des Âges construit sur le site Montéclair qui accueille des jeunes déficients visuels. S'y trouve également une crèche et l'habitat senior Square des Âges composé de 46 appartements, dont 10 pour étudiants handicapés et ordinaires. Nous sommes dans un contexte d'habitat inclusif. On y trouve aussi l'appartement Léna, qui permet d'intégrer, d'évaluer et de montrer des technologies et solutions domotiques intelligentes pour assurer autonomie, confort de vie, sécurité, surveillance et assistance à domicile. Dans ces services, on trouve l'évaluation à domicile. Donc toute personne qui a besoin d'une aide technique en Maine-et-Loire et qui adhère au dispositif Technicotech peut bénéficier d'une évaluation à domicile s'il n'y a pas eu d'évaluation auparavant. Donc en milieu réel d'usage et de vie. Un accompagnement à la prise en main de l'aide technique, parce que souvent on ne sait pas bien comment se servir de l'aide technique. Donc la personne handicapée est accompagnée par un ergothérapeute. Mon rôle, c'était d'évaluer les troubles moteurs et ses besoins au quotidien. Et il y avait pas mal de choses, puisque M. Glélé a fait des chutes, donc il fallait sécuriser le domicile et faciliter la réalisation des transferts et des déplacements. Vous allez, on vous apprend comment vous tenir dans la maison, comment vivre seul, voilà. Donc apprendre à tout faire. Voilà. La Technicotech a mis en place un tiers payant de l'aide technique. Donc on achète pour le compte de la personne la solution, qui n'a rien à avancer au départ et qui ne remboursera que son reste à charge. L'appartement Léna est aussi un des habitats qui pourrait être destiné à une personne avec un handicap ou une personne âgée qui souhaiterait pouvoir mettre à profit l'usage de la domotique. En 2013, Christian Dillet vivait encore en colocation dans un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés d'ESAT et devait laisser sa place à un plus jeune. Il souhaitait intégrer une famille d'accueil. C'est dans les environs de La Rochelle qu'il en a intégré une. Mes proches ne pouvaient pas me prendre. Ma famille habitait sur La Rochelle, donc moi j'étais toujours sur La Rochelle, parce que je suis né à La Rochelle, je suis un Rochelais. Alors c'est pour ça que je voudrais un petit peu me rapprocher de La Rochelle, parce que j'aimerais mieux, au niveau des commerces, au niveau de pas mal de choses, puis faire des rencontres aussi. C'est manger ensemble, c'est de discuter ensemble, puis voilà, c'était ça le but du jeu, c'est de discuter, de voir des choses ensemble, et puis voilà. Le basique du quotidien qu'on connaît tous, comment l'accueillant familial va y donner un sens pour que la personne en situation de handicap se sente valorisée, avec un rôle social reconnu, et comment elle peut aussi développer à travers ça des nouvelles potentialités ou maintenir des compétences qui étaient déjà là. Maintenant, ce monsieur,
il veut partir à sa retraite, quoi. Qui est tout à fait normal, qui est tout à fait logique. Hein. Comme dans chaque rencontre, il y a la partie de découverte, il y a la partie où on va construire avec l'autre, et puis il y a la partie où on se quitte. C'est le métier de l'accueillant. En 2013, il n'y avait pas de statut d'accueillant familial défini par le législateur. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir d'assurance chômage lorsqu'un contrat s'arrête, c'est une vraie contrainte. Il y a un projet de loi de modification de ce statut de l'accueillant familial qui n'a toujours pas été adopté, hein, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, moi je sais que j'y suis attachée parce que je pense que c'est aussi le moyen de rendre cette profession plus attractive. À quelques kilomètres se trouve l'ESAT Le Breuil où travaillait Christian Dillet. Bonjour Jean-Marc. Je suis capable de me débrouiller tout seul pour l'instant. Si je ne peux pas me débrouiller tout seul, j'aurai une aide à domicile. On était 11 enfants, 8 filles et 3 garçons. Pas de nouvelles de personne. Parce que mon père l'a placé dans la maison de retraite, puis il s'est barré 2 ou 3 fois, parce que lui il voulait rester chez lui. Alors, faire comme lui. Le manque de place pour les retraités dans les établissements spécialisés n'est toujours pas résolu. Actuellement, je suis dans une maison relative avec 2 autres personnes. Actuellement, c'est une fois que je suis à la retraite, je suis obligé d'être à la maison, pour ne pouvoir plus me garder. Je me prendrai un logement à ce moment-là. On est un petit peu moins impacté, nous, sur ce site-là. Nous avons des collègues sur d'autres structures qui ont effectivement ce souci et cette problématique-là de personnes vieillissantes et un manque de place certain dans les établissements spécialisés. Oui. C'est toujours la même chose, c'est voilà, point de vue financement, les appels à projets qui ne sont pas mis en place par rapport à ce type de besoin. Oui. Que peut-on dire concernant les appels à projets ? L'autorité compétente, là, c'est un appel à projet, c'est que derrière, il y a le financement adapté. Un autre avantage que l'on peut mettre en exergue, c'est peut-être l'équilibre des territoires. On va avoir des territoires qui sont mieux desservis que d'autres. On parle de déserts médicaux, on peut peut-être aussi parler de déserts en matière d'accueil de telle ou telle catégorie de population. On peut imaginer également qu'on aille aussi sur un certain équilibre des territoires. Pour autant, c'est compliqué. Dès lors qu'il y a un besoin sur un territoire, oui, moins, mais peut-être qu'à côté c'est pire, mais on ne va pas forcément le voir. Ça, c'est très subjectif. Mais en tout cas, cette politique peut participer à un équilibre, je pense. À Dompierre-sur-Mer vient d'ouvrir une MRS, maison de retraite spécialisée. Un groupement de coopération sociale et médico-sociale est à l'origine du projet. 22 travailleurs de l'ESAT Le Breuil ont pu s'y installer. À quelques mètres se trouve un EHPAD qui met à la disposition de la MRS leur secrétaire, prépare ses repas, procède à des échanges d'animatrices, etc. C'est pas comme nous, c'est des âgés. J'y vais des fois le vendredi pour faire la gym. Le jour, on a mangé tous avec les maisons de retraite pour les repas voisins, voilà. Après, on a dansé. On a dansé les folkloriques. Ils connaissent déjà l'EHPAD, ils connaissent les résidents, ils connaissent les professionnels aussi. Donc cette passerelle qui se fait est importante pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur parcours de vie au moment où ils deviendront plus dépendants. Tout le travail qui est mené est fait dans ce sens. Et pourquoi pas ne pas accueillir des personnes qui seraient à l'EHPAD et qui voudraient venir habiter ici si nous avions une place ou faire des échanges si c'était possible. Les résidents de la MRS pourraient être amenés à rejoindre l'EHPAD en cas de besoin de médicalisation. Il serait très intéressant de former les professionnels de l'EHPAD à l'avancée en âge des personnes en situation de handicap pour qu'il y ait un projet commun, que des professionnels de l'EHPAD viennent passer du temps et travailler, pourquoi pas échanger pour qu'il y ait une bonne connaissance des problématiques dans chaque structure. Céline Laurens est intéressée par la famille d'accueil. Et j'ai dit à mon frère, si tu t'occupes de moi, j'irai une famille d'accueil. C'est-à-dire, on verra ça. Et là, je pourrais rester là, mais c'est pour le week-end. Les personnes qui vivent en institution et qui, à un moment, ressentent ce besoin de sortir de l'institution, pas forcément de quitter l'institution, mais d'en sortir pour un moment, pour avoir une attention plus particulière, une relation privilégiée. Donc c'est quelque chose qu'on met en place pour avoir à peu près une idée. Par an, on a à peu près plus de 500 demandes d'accueil temporaire. La désertification médicale est toujours d'actualité en 2018. Et ça n'a pas été simple pour la MRS de trouver des médecins qui acceptent de suivre chaque résident. Il
Il faut vraiment promouvoir le résident pour que le médecin généraliste accepte de le prendre en charge. Ça interroge. Dans cette optique de mutualisation, dans les Deux-Sèvres, un EHPAD et une MAFA, maison d'accueil pour personnes handicapées âgées, font figure de précurseurs. Leur objectif en 2013 était d'ouvrir au sein de l'EHPAD 6 UPHV, unités pour personnes handicapées vieillissantes. On a maintenu le cap de logique de parcours en choisissant des personnes qui avaient besoin en fait, d'un accompagnement important dans les soins et un niveau de dépendance aussi important du fait de la valeur ajoutée qu'a apporté l'EHPAD avec un niveau de médicalisation qui est supérieur à celui du foyer d'accueil médicalisé et de la MAFA. Le fait aussi que la MAFA ait pu accompagner directement en étant présent aux côtés et au quotidien auprès des personnes handicapées accueillies au sein du PHV a été aussi très rassurant et un levier d'acceptation en fait pour les personnes. Ça a nécessité effectivement des rencontres multiples entre les différents professionnels de manière à ce qu'on puisse échanger sur ces différentes pratiques, sur la connaissance des comportements, des troubles, pour qu'il y ait une continuité au niveau de l'accompagnement. Ces personnes-là ont toujours vécu en institution. La personne âgée se retrouve en fin de vie en collectivité. L'acceptation est compliquée. Et de voir des gens qui ont cette attitude-là et qui ont l'habitude d'avoir des gens tout le temps autour d'eux, je pense que ça a créé au début, pas une jalousie, mais une incompréhension. Et en fait, maintenant, ils sont passés au-dessus de ça. Je parle des deux publics cumulés. Ils sont passés au-dessus cette incompréhension et ils sont tous dans l'acceptation. Comment vous vous sentez maintenant à la maison de retraite ? Ça un petit peu mieux maintenant. D'autres places UPHV sont-elles prévues à l'EHPAD? Il y a plutôt la volonté d'organiser les parcours de vie, c'est-à-dire que la personne, en fonction des besoins de la personne handicapée vieillissante, la possibilité d'intégrer l'EHPAD classique avec l'ensemble des réponses dont elle a besoin pour son quotidien. Aux Herbiers, parents et enfants âgés vivent ensemble. Mon fils, il s'intègre très bien, c'est le principal. Vu que je suis bien gravataire d'un coup, là, ben, il va me trouver mieux ici, ça a un sens. Il va être soigné. Sinon, ben, je vais rien à la maison avec mon fils qui m'aide beaucoup. Mais bon, il fait pas tout. T'as quel âge? Voilà. Ben, après 60 ans, ils prennent plus les enfants handicapés. Alors, fallait rentrer ou alors on pouvait pas. Ils demandent où c'est mieux, là ou chez nous. Non, et là-bas. Ouais, et il décide bien aux deux. Parce que là, je suis allé à l'hôpital, il était assuré là, lui. Vous voyez? Et pas dans le lit, il avait à manger, il avait à boire, il avait à coucher. Oui, que s'il était à la maison, quand même, ça restait dur. En 5 ans, la désertification médicale s'est accentuée. Le défi du département de la Vendée, aujourd'hui, c'est de faire savoir aux internes qu'ils peuvent faire tout leur internat en Vendée et que ça vaut le coup de s'installer parce qu'il y a toutes les spécialités. La faculté de médecine est à Nantes, donc tous les étudiants sont habitués à une certaine vie urbaine. Et depuis le concours national d'internat, ils viennent de toute la France s'installer à Nantes et ils n'imaginent pas que sur les territoires périphériques de Nantes, il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir. La difficulté d'accès aux soins, cette difficulté existe pour toutes les personnes handicapées, mais elle est majeure pour les personnes handicapées vieillissantes qui ont des difficultés à obtenir les soins nécessaires dans les hôpitaux pour répondre à ce que le personnel qui les aide à domicile ne peut pas réaliser. Depuis 2013, le frère porteur d'autisme de Janine Cerisier est décédé. Ça m'a changé vraiment ma vie, parce que moi j'étais vraiment près de mon frère, je l'avais complètement en charge. Donc pour moi il a fallu que je parte, j'ai parti d'ici. C'était pour les familles avec leurs handicapés, donc moi j'étais venue pour Jean-Paul et n'étant plus là, j'ai laissé la place pour d'autres familles. Donc ils m'ont laissé le temps de déménager, tout ça, de préparer. Et ils m'ont bien soutenu, ça c'est sûr.
Et maintenant, vous avez quel âge, Janine? Ah ben j'ai 82 ans. C'est pas la jeunesse, hein, mais... Notre approche aujourd'hui, elle est de garantir aux familles qu'on va maintenir la personne, que ce soit le parent, quand l'enfant est décédé, ou que ce soit l'adulte handicapé quand ses parents sont décédés, aussi longtemps qu'on est capable de répondre positivement à la question « est-ce qu'il est là où il a les meilleures réponses à ses besoins ?» Donc du coup, ça nous permet aujourd'hui de travailler des sorties pour certains usagers qu'on n'avait absolument pas en tête il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand on a écrit notre projet d'établissement, on a réaffirmé le fait qu'on allait accompagner tout le monde jusqu'en fin de vie. Et depuis, il y a eu des décès et puis on a été obligé de se réinterroger sur des parcours et de se dire finalement, ici, c'est peut-être pas le lieu idéal pour tout le monde. L'établissement se trouve à quelques kilomètres du centre-ville. Entre-temps, le problème de transport n'a pas été résolu. Janine Cerisier a interpellé les autorités. Le maire des Herbiers, je l'ai interpellé, j'ai dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas de transport. J'ai dit il y aurait des navettes 2 fois par semaine, ça pourrait arranger les gens pour aller faire les courses et des trucs comme ça, quoi, quand même. Même pour flâner seulement. C'est pour ça que c'est trop loin, ces maisons-là. C'est trop loin. Depuis, Rémi Chevalier a perdu sa mère qui vivait dans un logement situé au même étage que le sien. Rémi, non seulement a vécu sereinement le départ de sa maman, il s'y est préparé, il a été accompagné pour ça, mais aujourd'hui a réorganisé sa vie. J'ai même envie de dire que par certains côtés, n'ayant plus sa mère pour faire à sa place, il a repris sa vie en main et il a développé des nouvelles compétences qu'il met en œuvre tous les jours. Des compétences de déplacement, mais pas que, des compétences cognitives, d'expression de ses envies, etc. Odette Martegout a 101 ans. Tenez, regardez ça. Tous mes certificats sont là-bas. J'ai monté en ballon, j'ai monté en Ferrari, j'ai du char à voile. Il y a 15 jours. Quand maman viendra décéder, ou si c'est moi, c'est maman qui restera là, ou si c'est maman qui part la première, je pourrais rester là. C'est rassurant, oui. Même beaucoup rassurant. Parce que on sait pas où qu'on ira après. C'est une maison qui est unique en France, monsieur. Et c'est une structure que beaucoup voudraient y rentrer, je pense. Parce qu'elle est tellement belle, cette structure, qu'elle fait envie à pas mal de gens. La structure a été approchée par des ARS, des associations et des départements pour reproduire ce genre d'initiative. Aucun projet n'a vu le jour. Le problème, c'est qu'ici, on déroge à tellement de règles, et en particulier à des règles financières, qu'il faut un fort pouvoir politique pour pouvoir reproduire exactement la même chose. Au niveau local, le rapport de 2013 sur l'avancée en âge des personnes handicapées a fait l'objet de 60 présentations sur le terrain. Il a inspiré des associations, des collectivités territoriales, des ARS, des acteurs économiques. Qu'en est-il au niveau national? On y a eu peu recours. Pour exemple, la loi sur l'adaptation de la société française au vieillissement, elle a très peu sollicité ce rapport. C'est un dispositif législatif important qui constitue un progrès, mais qui est loin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées qui avancent en âge. Ils vont être de plus en plus nombreux, d'une part, et d'autre part, vivre de plus en plus vieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les structures ne sont pas prévues. Aujourd'hui, elles ne sont pas prévues. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut penser pour demain, pouvoir les accueillir. Pour aller dans ce sens-là, le département, au niveau du budget, nous alloue tous les ans 0,4%. Vous voyez, par rapport à une inflation qui pourrait être de 1,5 à 2, il y a un delta tout de suite de au moins 1%. Et avec ça, débrouillez-vous. Ce qui fait qu'on a, vous voyez partout, des problèmes dans les EHPAD, dans les hôpitaux. En fait, ça résulte de ces financements. La France est entrée dans la liste des sociétés dites vieilles, et il faut vraiment qu'elle s'arme pour gérer les conséquences de l'avancée en âge, qui n'est pas sans être accompagnée de déficits intellectuels, de déficits physiques. Donc il est urgent d'organiser la solidarité de la société française face à ce phénomène considérable. Les 5 prochaines années permettront-elles de relever les défis encore d'actualité concernant l'avancée en âge des personnes handicapées? Et quand j'irai au paradis, je demanderai à Jésus-Christ de me donner un petit coin de terrain pour que je puisse faire du jardin. Ainsi, vous voyez mes amis, c'est pas fini, c'est pas fini.